la promulgation de la loi, cette possibilité a été offerte aux citoyens burkinabés. Donc nous allons vous demander de revenir sur ça, le changement de forme de mariage, comment ça se passe, Inch'Allah, et en fait le contenu. Bismillahirrahmanirrahim. Merci pour cette question. C'est comme vous l'avez dit, quand on prend le code des personnes de la famille de 1990, voilà, cette loi n'avait pas prévu le changement donc de la forme du mariage, et la loi, cette loi en question avait d'ailleurs hiérarchisé donc les formes du mariage. Il y avait la monogamie qui était considérée comme la forme de droit commun, et exceptionnellement la polygamie était admise à titre donc d'option avec donc des conditions. Donc à l'époque, certaines juridictions avaient considéré qu'il était possible de passer de la polygamie vers la monogamie qui est le principe, mais le sens contraire n'était pas possible parce qu'il y avait une méfiance vis-à-vis de la polygamie. Mais avec le nouveau code qui vient d'entrer en vigueur, puisque le président du FASO l'a promulgué, ça a été publié au journal officiel. Donc c'est devenu actuellement une loi officielle qui est en vigueur. Avec cette nouvelle loi, les deux formes sont sur un pied d'égalité. Il n'y a pas d'hiérarchisation. On dit seulement que le mariage est contracté soit sous la forme polygamique ou la forme monogamique. Et comme vous l'avez constaté, contrairement à ce qui existait auparavant dans l'ancien code, le nouveau code a permis cette ouverture-là. Au cours donc du fonctionnement du mariage, les époux peuvent convenir d'un commun accord par acte notarié soumis à l'homologation du tribunal de passer d'une forme, de la forme initiale là, à une autre forme. Cela se comprend parce que vous avez vu que le nouveau code s'est inscrit dans la dynamique de reconnaître les mariages religieux et les mariages traditionnels ou coutumiers. Alors que par essence, ces mariages-là sont à vocation polygamique. Donc, ça serait incongru de reconnaître ces mariages-là et d'avoir toujours la méfiance vis-à-vis de la polygamie. Donc, ce qui fait que le législateur a suivi cette logique-là en ouvrant donc la possibilité de passer d'une forme à une autre au cours du fonctionnement du mariage. Et les époux doivent s'entendre d'un commun accord par un acte notarié, et ils vont soumettre l'acte-là à l'homologation donc du tribunal. Et dans cette hypothèse-là, si par exemple ils passent de la forme monogamique à la forme polygamique, ils doivent, le régime matrimonial, si c'est un régime matrimonial de la communauté des biens, le régime matrimonial va également subir une transformation, un changement. Donc voici ce que je pouvais dire brièvement sur cette innovation. Ok, merci beaucoup. Nous allons vous demander de préciser voilà, le régime matrimonial, parce que bon, c'est des termes consacrés, afin que nos téléspectateurs comprennent en réalité lorsque on célèbre un mariage initial sous la forme monogamique. Évidemment, beaucoup de gens faisaient l'option bien commun. Voilà. Et donc, avec la... Si l'on décide de passer maintenant de la monogamie à la polygamie, voilà, vous avez parlé de changement de régime matrimonial. Nous allons vous demander d'apporter l'éclairage là-dessus, afin que bon, les téléspectateurs qui ne sont pas forcément voilà, des juristes puissent bien comprendre en fait les conséquences de ce changement. Merci bien pour cette question. Bismillahirrahmanirrahim. Le régime matrimonial, en réalité, c'est les aspects pécuniaires qui gouvernent le mariage durant son fonctionnement entre les époux. Et ce régime matrimonial peut prendre diverses formes. Ça peut être la communauté des biens. Donc les époux vont décider que tout ce qu'ils vont acquérir à partir donc de la célébration du mariage là va être considéré comme appartenant donc à l'ensemble des époux ou des époux. Ça, c'est la communauté donc des acquis, qui tout ce que vous allez acquérir après la célébration du mariage est commun. Il y a ce qu'on appelle la communauté universelle. Ça, même ce que vous avez acquis avant la célébration du mariage, voilà. Et également, après la célébration du mariage, il y aura pas donc des biens qui seront soumis donc à des régimes spécifiques. Tout va appartenir à l'ensemble donc des époux au couple. Il y a également la possibilité par un contrat de mariage de régler
être à cheval peut-être entre la communauté universelle et la communauté des acquis. Donc ça, c'est vous qui allez régler dans les contrats là, concrètement qu'est-ce qui sera commun et qu'est-ce qui ne serait pas commun. Donc la loi dit que lorsque vous avez opté comme ça à choisir l'un de ces régimes-là, avant la célébration du mariage, au cours du fonctionnement ou de la durée du mariage, vous pouvez convenir, après 2 années voilà, de vie commune, vous pouvez décider de changer la forme du régime matrimonial. Si vous étiez dans la communauté des biens, vous allez passer vers la séparation des biens. Ou vous étiez dans un contrat, vous pouvez passer donc du contrat là vers la communauté donc universelle. Et ces régimes-là, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, si vous avez opté par exemple pour la communauté des biens, ça veut dire que tous les biens-là appartiennent au couple et avec toutes les conséquences que cela peut apporter. On a vu des situations dans lesquelles il y a eu des situations de saisie où on a saisi la totalité des biens donc, du couple et là, parce qu'il n'y a plus de distinction, une fois que le statut du bien tombe dans la communauté, même si ça avait été acquis par l'un des époux, ça tombe dans la communauté là, donc on peut avoir donc des conséquences. Donc c'est bien de réfléchir avant d'opérer les choix sur le régime matrimonial. Ok, merci beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il est possible de passer de la polygamie, de la monogamie du moins à la polygamie et rester dans le régime de la communauté des biens? Bismillahirrahmanirrahim. Il faut savoir que quand vous optez pour la forme polygamique, c'est automatiquement le régime de la séparation des biens. Donc celui qui était sous la forme monogamique communauté des biens, lorsqu'il change vers la polygamie, le régime matrimonial doit également subir ce changement-là de la communauté des biens à la séparation des biens. Okay, merci. Donc ce qui sous-entend qu'on ne peut pas parler de communauté de biens dans la forme polygamique du mariage. Alhamdulillah. Donc nous avons vu que dans vos explications, vous avez dit que lorsque on décide de passer de la forme monogamique à la forme polygamique, les époux doivent, sur la base d'un consentement, se présenter devant un notaire pour dresser un acte ou un document qui vont soumettre à l'homologation du juge. Mais supposons que nous sommes face à un couple où il n'y a pas eu ce consentement. Quelle opportunité s'offre à l'époux qui désirait aller à la polygamie? Bismillahirrahmanirrahim. Donc il faut reconnaître que le changement de la forme du mariage est volontariste. Ça veut dire que ça doit rencontrer l'assentiment, la volonté de l'accord des 2 époux. Donc à défaut d'accord, éventuellement, il y a une option qui va s'ouvrir peut-être à l'époux, c'est de passer par le divorce. Voilà, de divorcer avec l'épouse en question et de se remarier maintenant en optant pour la forme polygamique. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, nous savons également qu'il y a 2 formes de divorce. Le divorce par consentement mutuel et le divorce contentieux. Donc, nous allons vous demander de nous expliquer en réalité le divorce par consentement mutuel. Parce que nous voyons qu'au niveau du passage de la monogamie à la polygamie, on a parlé sur le consentement mutuel. Devant le notaire, on part dresser l'acte et on soumet à l'homologation du juge. Au niveau du divorce, nous avons ce qu'on appelle le divorce par consentement mutuel. Nous allons vous demander de nous apporter de l'éclairage sur cette forme de divorce et dire éventuellement est-ce que au cas où les époux échouaient à s'entendre pour le changement de la forme du mariage, est-ce qu'il est possible également de passer par ce type de divorce qui semble être plus facile? Bismillahirrahmanirrahim. Donc, comme vous l'avez constaté, la loi a prévu 2 formes de divorce, consentement mutuel et divorce contentieux. Dans le cas du divorce par consentement mutuel, là c'est les époux qui à un moment donné de la vie de couple, de la durée du mariage, estiment qu'ils ne peuvent plus aller ensemble au regard d'un certain nombre donc de maux ou de difficultés qui minent les couples. Là, ils vont s'entendre
actuellement, nous ne pouvons plus continuer, on va s'entendre donc pour se séparer. Là, ils vont s'asseoir ensemble, rédiger donc une convention, c'est qu'on appelle donc une convention entre les époux. Ils vont rédiger donc une convention, notamment sur les principes même du divorce, sur les situations respectives par rapport aux biens et éventuellement par rapport à la situation donc des enfants. La garde des enfants, qui va garder tel enfant, qui va garder avoir la garde de tel enfant, les biens, tel bien va appartenir à telle personne. Ils vont régler toutes les conséquences de leur mariage, de leur divorce là, dans une convention qu'ils vont soumettre à l'homologation donc du tribunal. Le tribunal va vérifier si ce qu'ils ont prévu comme clause de leur convention là respecte la loi, notamment sur la garde des enfants, sur l'attribution des biens respectifs là. Le tribunal va juste homologuer donc la convention là, et cette convention sera annexée à la décision donc de divorce. Là, vous partez au tribunal ensemble, vous vous entendez, vous dites aujourd'hui, nous voulons nous séparer, voici ce que nous avons proposé comme convention de notre séparation. Et là, le juge n'a pas à creuser pour savoir qu'est-ce qui vous amène à vouloir divorcer, ça ne va pas, est-ce qu'il y a des disputes? Non, non, le juge ne rentre pas dans ça. Il vérifie juste la convention, si elle est conforme à la loi, il prononce le divorce par décision à laquelle est annexée la convention rédigée par les époux. Okay. Et dans cette hypothèse, vous avez, par rapport au passage de la polygamie, de la monogamie à la polygamie, évidemment, l'époux qui n'a pas eu l'accord de l'épouse et qui veut passer par le divorce là, ne pourra jamais passer par ce divorce par consentement mutuel. Puisque au départ, pour la convention, pour le changement, l'autre époux n'a pas exprimé son accord. Donc, naturellement, elle ne va pas exprimer son accord aussi pour aller saisir le juge au fin des divorces. Et même pour le divorce contentieux, voilà, naturellement, l'époux aura une certaine réticence parce que peut-être elle va penser qu'après le divorce là, l'époux là ne va plus se remarier avec elle. Donc tout ça, c'est des inquiétudes. Donc la solution là, c'est vraiment de s'entendre seulement sur le changement de la forme là, voilà, en passant par l'homologation du tribunal. Ok, merci beaucoup. Avant de passer sur les conditions de divorce contentieux, je remarque que, en tout cas, comme vous l'avez souligné, il est bien pour les époux qui sont dans cette situation, en tout cas, de s'entendre, parce que s'il y a eu trop de tiraillements, comme vous l'avez souligné, je ne pense pas que le divorce là va produire, en tout cas, comment dirais-je, pourrait en fait permettre encore à ce même couple de se remarier. S'il y a trop de tiraillements, si l'homme arrive à se défaire de la femme là, je ne pense pas qu'ils vont encore se marier. Donc c'est toujours bien de s'entendre sur certains aspects et faire le moins de dégâts possible. Merci beaucoup. Le temps qui nous est imparti s'écoule et nous allons rapidement avancer également. Maintenant, nous allons vous demander de nous expliquer en fait les conditions du divorce contentieux. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, consentement mutuel, vous accordez. Si vous ne vous accordez pas maintenant, là, il y a un des époux qui va prendre l'initiative pour saisir donc le tribunal par requête, une simple feuille de demande. Il fait la requête, il explique pourquoi il veut se séparer de l'autre en mettant les actes de naissance des enfants, l'acte de mariage, et il va expliquer sommairement. Il dépose au tribunal. Et lorsque les conditions, d'abord, la loi dit qu'on peut demander le divorce sous cette procédure-là lorsque il y a donc la vie du couple est devenue intolérable par suite des sévices, voilà, des traitements inhumains et dégradants et d'atteinte à l'honneur ou à la considération de l'autre époux. Et lorsqu'il y a un abandon moral et matériel donc du foyer, et par l'inconduite notoire de l'un des époux, la vie des enfants est mise en danger, ou bien en cas d'impuissance ou de stérilité médicalement constatée qu'on peut demander. Donc, il y a des situations qui sont précises pour lesquelles on peut recourir à cette voie contentieuse. Et lorsque le tribunal reçoit la requête là, le tribunal va d'abord recevoir l'époux qui a pris l'initiative là, tenter de le dissuader, voilà, pour dire, bon, ce que vous voulez là, est-ce que c'est pas la bonne option, est-ce que vous n'allez pas laisser tomber. S'il insiste maintenant, le juge va convoquer l'autre époux là, le défendeur en ce moment là, pour une tentative de conciliation. Donc la conciliation est obligatoire. Si un dossier de divorce part au tribunal, les juges là doivent faire tout leur possible pour
pour éviter les divorces, pour qu'ils s'entendent. Donc le juge procède à la conciliation, il doit faire tout, il peut renvoyer même pour retarder au fin d'avoir la conciliation, il peut même inviter les témoins ou toute personne qui peut l'aider à concilier les époux là. C'est lorsqu'il n'arrive pas à les concilier qu'il rend une ordonnance de non-conciliation pour dire bon, moi j'ai tout fait pour que vous ne divorciez pas, mais je n'arrive pas. Allez maintenant voir un huissier pour assigner. L'époux qui a introduit la requête là, il va aller maintenant saisir un huissier qui va assigner l'autre époux maintenant au fond. Et lorsqu'il l'assigne au fond maintenant, le juge va les recevoir encore pour les débats au fond, pour voir concrètement qu'est-ce qui vous pousse à vouloir divorcer. Et après donc les débats au fond, si le juge estime que ce qui est révélé dans la vie du couple là, ça cadre avec ce qui est prévu comme par le cours des personnes et de la famille comme motif de divorce là le divorce peut être prononcé. S'il estime que ce que vous avez expliqué comme dispute là, en réalité il n'en est rien, c'est un seul élément qui veut se débarrasser de l'autre sans motif là, le juge va rejeter votre demande là, il va dire non, on ne peut pas se lever parce que l'autre là n'est pas plus belle comme je l'ai vu au départ, donc moi je vais me séparer d'elle pour aller prendre une jeune femme ou bien pour aller prendre un jeune homme. Non, quand c'est comme ça, il n'y a pas de motif, le juge va rejeter la demande de divorce là, il va vous dire allez rester ensemble parce que ce que vous invoquez là, c'est un motif fallacieux. C'est pas sérieux. Ok, merci beaucoup. Et donc, c'est pas de l'arbitraire ou bien, en tout cas, ce que les gens croient. Qu'on peut également aller pour le divorce et puis ça ne marche pas. Merci beaucoup. Je pense que les téléspectateurs et les auditeurs ont compris bien, en fait, cette phase, en fait, qui parle de le changement de forme de mariage et la voie à suivre pour pouvoir changer notamment de la monogamie à la polygamie. Ça veut dire que d'abord il y a le consentement entre les époux, ça c'est facile, passe par devant notaire, ils établissent une convention et le juge homologue. En cas d'échec, on passe par le divorce, et c'est le divorce que notre invité vient d'expliquer. Et après ça, lorsque le divorce est prononcé maintenant, vous allez recélébrer votre mariage avec la même femme, maintenant sous l'option de la polygamie. Voilà comment les choses fonctionnent. Merci beaucoup, chers invités et les téléspectateurs. Nous allons également aborder une innovation qui a été apportée au nouveau code et qui apparemment n'est pas bien comprise par les citoyens parce que ça fait des débats sur les réseaux sociaux et certains médias. À savoir le fait que le législateur a estimé que lorsque une fille tombe enceinte, toute personne, tout homme qui aurait eu des rapports intimes avec elle durant la période légale de conception là, seront tous appelés à payer des subsides jusqu'à la naissance et jusqu'à l'âge où on pourrait faire les tests pour retrouver le véritable père. Et les gens ont estimé que ça ouvre une porte entre griffes à la débauche parce que ça va inciter les filles à aller dans ce sens parce que pour eux apparemment ça c'est devenu un fonds de commerce. Nous allons vous demander en tant que spécialiste du droit de revenir là-dessus afin que les gens comprennent la profondeur, le contour de cette disposition. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je vais rapidement dire un mot sur le divorce avant de terminer par cet aspect-là. Okay. Par rapport au divorce, la loi dit également il y a des situations dans lesquelles le juge peut rejeter la demande de divorce. Si, par exemple, l'un des époux arrive à expliquer que le divorce, au regard de la durée même du mariage et de sa situation personnelle, là, il y aurait des conséquences très graves sur lui ou sur elle. Dans cette hypothèse, le juge peut rejeter la demande de divorce. Okay. Maintenant, venant à ce qu'on appelle l'action aux fins de subside. L'action aux fins de subside, c'est une ouverture, donc une action prévue par la loi qui permet donc à tout enfant dont la paternité à l'égard de X ou Y n'est pas déterminée de demander des subsides à toute personne, à tous ceux qui ont eu donc
des relations avec sa mère là, pendant la période légale de conception là, l'enfant va demander des subsides à ces personnes-là. Mais on dit avant la naissance de l'enfant, c'est la mère qui porte cette action-là, et même pendant la minorité de l'enfant, c'est la mère là qui va saisir les juridictions pour pouvoir exercer cette action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque une femme ou une fille donc est enceinte et l'auteur de la grossesse n'est pas reconnu, peut-être celui qu'on en attribue principalement la grossesse là, sombre dans une dénégation, conteste sa paternité là. Donc avant qu'on ne détermine exactement qui est le père de l'enfant, si la femme là est dans une situation de dénuement, elle peut saisir donc les juridictions là pour là maintenant, puis personne n'est indiqué clairement comme étant le père de l'enfant. Donc tous ceux qui ont eu des rapports sexuels avec cette dame là pendant la période de conception légale de conception là, voilà, elle va intenter l'action là contre ces gens là pour qu'on paye quand même des subsides pour l'entretien donc de la grossesse ou bien l'entretien de l'enfant avant qu'on ne détermine donc les pères. Lorsque le père est déterminé, tous ceux qui ont payé illégalement entre griffes là, injustement là, vont faire un recours maintenant pour récupérer ce qu'ils ont payé là auprès du véritable père. Maintenant, cette action là, elle n'est pas laissée, il y a des conditions. Voilà, il y a des conditions. On dit c'est ceux qui ont eu des rapports sexuels avec elle pendant la période légale de conception. Donc, et c'est en justice que la demande est faite. Lorsqu'elle va introduire la demande en justice là, le juge va faire des calculs. Tout ce qu'elle met en cause là, le juge va voir à quel moment vous avez entretenu des rapports sexuels avec cette dame-là. Et c'est en fonction de ces dates-là, le juge va faire les calculs pour voir ce qui semble être dans cette période-là. Ça veut dire que c'est pas tout ce que vous allez accuser là même là qu'on va maintenir. En fonction des calculs, là, le juge peut exclure, voilà, peut-être tout le monde, voilà, sans retenir même une personne. Et c'est lorsque ces calculs vont être faits, le juge va retenir et il va voir est-ce que la personne est solvable, quelles sont les conditions, avant donc de fixer donc les montants donc du subside. Donc c'est pas un truc automatique comme ça. Il suffit d'aller accuser n'importe qui et puis on appelle la personne, on commence à le condamner pour qu'il paye. Non. Ça se passe pas comme ça. Merci. Ok, merci beaucoup. Mais est-ce que vous pensez que cela peut inciter les filles à la débauche comme le pense le commun des mortels? C'est comme je l'ai dit, il y a des conditions strictes qui sont encadrées. Vous devez aller en justice. Donc pour attraire donc tout ce que vous mettez en cause. Et ces gens-là aussi, vous devez aller expliquer de façon détaillée quelles sont les périodes au cours desquelles vous avez les rapports sexuels avec ces gens. Et le juge va faire ces calculs-là. Et ça peut ne même pas aboutir. À une condamnation. Et ça peut aboutir à une condamnation de quelqu'un qui n'est même pas solvable. Vous n'allez rien avoir comme paiement. Donc, c'est pas un truc qui est facile, qu'il faut considérer comme étant, voilà, il suffit seulement d'aller appeler telle ou telle personne devant le juge et on commence à fixer l'argent, ça devient un fonds de commerce. C'est pas comme ça. Voilà. Donc, il faut marcher plusieurs fois en justice. Il faut aller faire des preuves. Donc, c'est une procédure qui est très complexe. C'est pas aussi facile qu'on le croit. Ok, merci beaucoup. Je pense que le temps qui nous est imparti tire à sa fin et je pense que c'est bien dit. À l'égard des filles et des femmes, c'est très clair. Ceux qui n'ont pas bien compris, qui penseraient que ça peut faire leur affaire, attention. Voilà ce qu'on vient de dire. Vous pouvez attraire 4-5 personnes. Et dans les calculs, il se pourrait que ces 4-5 personnes, personne n'est probablement père de votre futur enfant. Peut-être que la personne vous a échappé. Et également pour les hommes qui pensent que cela peut être un avantage pour les filles à se jeter dans la débauche. Là également, je pense que les explications sont très claires. Et la solution à la matière, c'est de s'abstenir d'avoir des rapports intimes avec des femmes ou des filles dont il n'y a pas un lien de mariage. Là, vous n'allez jamais vous retrouver dans cette situation à être traîné devant les juridictions pour chercher pour être parmi ceux d'un futur enfant. Voilà, donc je pense que cela même ne cadre pas avec notre devise l'homme intègre, le pays des hommes intègres. Voilà, donc c'est bien dit. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et avant que nous mettons fin à l'émission,
avez-vous un dernier mot à dire aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous suivent présentement? C'est juste dire que c'est important de s'approprier la nouvelle loi sur la famille, parce que ça traite de la famille. Tout le monde est concerné, que ce soit ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, que ce soit des enfants, des adultes, tout le monde est concerné par la loi, parce qu'on vit toujours dans une famille, donc c'est intéressant de s'approprier le contenu. Voilà, ça va éviter certaines choses, comme l'interprétation que les gens en font par rapport à la demande, à l'action aux fins de subsides, par exemple. Merci bien. Ok, merci. En une minute, nous allons vous demander de revenir effectivement sur une innovation qu'on avait parlé la dernière fois, mais qu'on n'a pas pu bien chose. Parce que habituellement, quand on parle de le CPF et autres, les gens pensent que seulement ceux qui sont dans les liens du mariage. Comme vous venez de le dire tout de suite, tout le monde peut être concerné. Et le cas ici, c'est par exemple la question de l'héritage où désormais les pères et mères sont appelés aussi à hériter, voilà, de leurs enfants. Rapidement, en une minute, quelles sont les procédures pour voilà, ces parents-là de pouvoir également être en fait héritiers de leurs enfants lorsqu'on sait que souvent les femmes ne voudront pas ça. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Ça, c'est effectivement une innovation majeure qu'il faut saluer. Dans l'ancien code, si vous êtes un homme ou une femme, vous avez un enfant, vous perdez l'enfant et que l'enfant laisse derrière lui des biens, vous ne pouvez pas hériter de ces biens. Maintenant, avec le nouveau code, c'est possible. Vous êtes donc appelé à la succession de votre enfant, même en présence de ses enfants, c'est-à-dire de vos petits-enfants et voilà, de la femme du défunt. Vous êtes appelé à la succession. Et en principe, lorsqu'il y a une succession, il y a un partage amiable. Vous pouvez désigner liquidataire et vous procédez à un partage amiable devant notaire. Maintenant, c'est en cas donc de difficulté, si les parents sont écartés par les enfants du monsieur ou bien par la femme du monsieur, ils peuvent saisir la juridiction pour voilà, se faire rétablir dans les droits parce que le code les reconnaît comme étant successibles. Ok, merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous vous remercions qu'Allah, au moment de votre séance, vous accorde une longue vie. Nous disons merci également aux téléspectateurs et aux auditeurs. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.